Les routiers sont toujours aussi sympas. Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre émission. Nous sommes ensemble jusque 23h. Pour m'écrire, c'est très simple, vous vous connectez quand vous êtes en pause à l'arrêt. Notre thématique de ce soir, nous parlerons du sommeil. Il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs. Globalement, c'est entre 6 heures et 8 heures de sommeil. Priorité à l'infotrafic, vous le savez, sur cette antenne. Et ce sera juste après votre météo. Et ce message reçu de la part d'Alain35. Coucou les amis, pas toujours facile d'être Trop loin de la famille pendant plusieurs jours. Je ne manque jamais une émission. Merci Sebamax et la team de nous tenir compagnie sur la route. Et tiens, il y a Tintin53 qui répond à Solidaire avec Alain35. parti depuis 3 jours, je rentre ce soir à la maison. Merci à Sebamax pour cette émission qui nous rapproche. Eh bien, merci à vous Tintin53 pour vos bons mots et votre message. Vous écoutez le 107.7, il est 23h. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le business des entreprises, vaste sujet parce que le business des entreprises, on sait bien que ce n'est pas uniquement la courbe de croissance, le chiffre d'affaires ou le financement, c'est de plus en plus l'image des entreprises, l'attractivité. Donc on va parler, vaste sujet, d'emploi, de formation, de recrutement, d'empreinte carbone, de performance extra-financière. Laissez-moi vous présenter les invités de cette première table ronde. Stéphanie Posa, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente déléguée de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous êtes la représentante de l'interprofession. Tout à fait. Et vous êtes en même temps chef d'entreprise. Oui, pas dans le secteur transport routier, mais chef d'entreprise. Voilà. Mais les pieds dans la gouille, la tête dans les étoiles. Un transporteur en revanche, David Bray, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, David Bray, dirigeant du transport Bray, vice-président de la FNTR Pas-de-Calais et membre du comité de direction. Le président en parlait tout à l'heure. C'est ça, depuis hier, oui. Vous avez, on en parlera aussi tout à l'heure, profité de la crise sanitaire pour augmenter la cohésion de vos équipes. Exactement. Et la visibilité, l'image de marque, la marque employeur de mon entreprise. Votre témoignage sera important. Et je vais commencer par vous, Xavier Leroy, directeur du pôle investissement Etifinance. Alors, Etifinance, quand on regarde sur Internet, on voit agence de notation spécialisée dans l'évaluation ESG. Vous parlez de DPEF, de CSRD. C'est quoi votre métier ? Alors, notre métier, en tant qu'acteur de la finance durable, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de leur stratégie RSE. C'est beaucoup d'acronymes, mais c'est tout ce qui n'est pas financier, tout ce qui est non financier, l'environnement, le social, la gouvernance, et d'accompagner également les acteurs qui les financent, dans lesquels les acteurs qui vont investir dans ces entreprises pour qu'ils puissent faire de la finance durable, générer de l'impact et les accompagner dans leur transition. Greenwashing ? Pas du tout. C'est ce qu'on essaye d'éviter. Nous sommes là pour... On essaye d'éviter ça. L'essentiel, encore une fois, c'est de transformer cet enjeu ESG comme un enjeu business. Ça fait partie de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure et vous l'avez mentionné. L'enjeu d'une entreprise, c'est pas simplement des chiffres, c'est pas simplement de l'économie de la finance, ce sont des salariés. Il faut s'en préoccuper. Ce sont des sous-traitants, ce sont des clients, il faut s'en préoccuper. C'est aussi une capacité à être citoyen. L'environnement nous concerne tous, le climat, et donc l'entreprise doit forcément s'intégrer dans ceci et le valoriser pour se valoriser. C'est pas du gadget. C'est vraiment une préoccupation pour vous, David. Je pense qu'on peut faire un parallèle. Quand vous recrutez aujourd'hui un salarié, si vous êtes focalisé sur les compétences, vous passez à côté de talent. Mais mettre en avant la RSE, c'est mettre en avant aussi les talents de son entreprise. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est plutôt pour le côté salarié. Dans l'entreprise, ça s'appelle des... Non, la RSE, c'est vraiment les 3 piliers, social, environnemental et économique. Et économique. C'est vraiment absolument. La RSE, c'est l'environnement, le social, la gouvernance, vu du côté de l'entreprise. L'ESG, c'est vu de façon générale. Et ce à quoi vous faites allusion, ce sont des dispositifs réglementaires, la déclaration de performance extra-financière, qui s'impose
impose aux entreprises, notamment pour simplifier, de plus 500 salariés, qui doivent communiquer sur leur stratégie. Ils doivent maintenant. Qui doivent. Avant, c'était volontaire, maintenant, c'est obligatoire. Progressivement, on passe du volontaire au réglementaire, à l'obligatoire. Et progressivement, on baisse la taille des sociétés qui doivent se confronter à ce reporting, à cette déclaration. Alors, bien entendu, quand c'est réglementaire, ça fait peur. C'est une pression qui est importante. Il y a des dispositifs où ce qu'on appelle comply or explain en termes juridiques, c'est-à-dire on peut dire pourquoi on ne le fait pas, mais on doit dire pourquoi on ne le fait pas. Donc il y a une notion de transparence pour que les parties prenantes internes, les salariés et externes, clients, fournisseurs, puissent savoir quelle est la réalité de la dimension sociétale de l'entreprise. Je crois que ce qui est vraiment important, on parle de contraintes réglementaires, c'est de ne pas le vivre comme tel. Ça fait des années, et toute taille d'entreprise peut avoir un impact, peut faire quelque chose, on en parlait tout à l'heure, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, à mon niveau, j'ai un salarié, 2, 3, 20, 100, 150, je peux agir. Ne vivons pas ça comme une contrainte. Oui. C'est aujourd'hui, on parlait des talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le recrutement, quand vous embauchez des collaborateurs, ils ne viennent pas uniquement pour le poste et le salaire, ils vérifient que votre entreprise colle à leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il faut tous être dans une dynamique positive. On recrute et on garde. Alors, on recrute, et on fidélise, on garde. On veut être acteur dans son écosystème économique. Et on a créé, avec les organisations liées au monde du transport que sont l'AFT, mais aussi la Directe, Pôle emploi, une charte qui s'appelle la charte ambassadeur du transport, ambassadeur de l'emploi pour le transport et la logistique. Moi, j'encourage, c'est la charte CO2 tournée vers l'emploi. C'est très, très, très important. Votre adresse mail sera très vite sur le site de la FNTR. Rappelez, ambassadeur de l'emploi. Ambassadeur de l'emploi pour le transport. Pour le transport. Oui. Il y a un site internet, c'est très facile. Quand vous faites ça, par rapport à, mettons, d'anciennes entreprises, d'anciennes boîtes, vieilles méthodes, c'est révolution culturelle ? Alors, ça peut être vu comme une révolution culturelle. Maintenant, on est beaucoup de PME dans le monde du transport. L'avantage, la force d'une PME, c'est que le chef d'entreprise est proche de ses salariés. Et aujourd'hui, là où on est fort par rapport aux grands groupes, c'est justement créer du lien, créer de la reconnaissance, mettre en avant notre métier. Et rien de tel qu'un chef d'entreprise du cru pour vendre son métier, autant chez ses clients. Il le faisait naturellement. Évidemment que le patron, dans une petite boîte de transport, il est prêt. Il y a des trucs à faire en plus, il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Alors, le formaliser, le rendre public, ça a plusieurs avantages. Premièrement, l'entreprise, elle n'est pas dans son cocon. Il y a des gens qui la financent, elle emprunte. Ces gens-là sont de plus en plus sensibles à cette dimension. Les banques vont avoir des obligations en la matière et donc elles auront une prise en compte meilleure de cette performance de l'entreprise. Bien entendu, pour que ce soit le cas, il faut que ce soit formalisé. Il faut que l'entreprise régulièrement rende des comptes finalement sur la mise. Donc ça, c'est la première chose pour le financement. Pour les salariés, pour attirer les talents. Si vous dites rien, que vous restez chez vous, personne ne va être attiré pour venir vous voir. Donc le fait de communiquer, le fait de mettre en place des labels, c'est une façon de communiquer. Et puis encore une fois, c'est aussi une façon d'entraîner les autres dans un dispositif qui est favorable. Donc si j'ai ce label, le banquier me reçoit mieux ? Alors, il y a deux choses. Je voudrais déjà rebondir sur l'aspect, comment dire, ce que vous disiez tout de suite là. C'est-à-dire que, effectivement, les banques, de plus en plus, intègrent dans leur cotation en interne une dimension RSE. Donc ça, il faut le savoir. C'est très important de le dire aux TPE, PME. Pourquoi est-ce qu'elles pensent ça ? Parce qu'elles pensent que vous êtes plus fiable, plus viable, plus à long terme qu'une entreprise normale ? Je pense qu'elles sont conscientes que de réunir ces fameux 3 piliers social, économique et environnemental est porteur, tant commercialement, et c'est ça qui est important aussi, c'est que ça apporte un avantage commercial. On parlait tout à l'heure de la différence avec des plus grosses structures. L'inconvénient des TPE-PME, c'est que jusque-là, on ne valorisait pas. Vous le disiez, il y a plein de choses qu'on fait de bien. L'insertion de travailleurs éloignés de l'emploi, des pratiques d'utilisation de produits écolabellisés. Mais dans les petites entreprises, on a beaucoup de mal à le valoriser. Une démarche RSE, une labellisation, ça permet déjà de le formaliser, éventuellement de travailler, peut-être pas sur un rapport complet RSE, mais au moins des fiches thématiques, et de mettre en avant ce qu'on fait auprès de toutes nos parties prenantes. Xavier. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un risque. Pas de conducteur, pas de chauffeur. Vous perdez vos équipes, pas de capacité à rembourser un emprunt. Vous perdez de la valeur. Donc il y a un risque
Aujourd'hui, on voit un rapprochement entre la dimension financière et la dimension non financière, extra-financière. Ça forme un tout pour l'entreprise. Donc, pour ceux qui prêtent de l'argent, ils y voient une notion de risque, au-delà de la volonté, bien entendu, de développer leur propre image ou de répondre à leurs propres obligations réglementaires. Pour celui qui rentre en capital, il crée de la valeur. Donc, il faut aussi le voir de façon très positive, comme un élément, finalement, qui forme un tout avec la partie financière. Vous connaissez un de vos collègues en Normandie qui s'appelle G7 ? Oui. G7, c'est pas les taxis parisiens, c'est GSET. Voilà un exemple, on a été sur place pour s'en rendre compte, d'une entreprise qui, en gros, en cherchant de l'extra-financier, autre chose, a trouvé de l'attractivité et a, on peut dire, quasiment inventé un nouveau métier, inventé une nouvelle façon de faire du business qui, à mon avis, si j'étais dans le coin et que j'étais un peu conducteur, je préférerais travailler dans cette boîte-là plutôt qu'une autre parce qu'elle invente, parce qu'elle innove. L'attractivité, c'est aussi ça, l'innovation. Regardez. Bonjour, je suis Frédéric Pigassou, je suis le créateur et le président du groupe G7. Un groupe G7 aujourd'hui, c'est à peu près 300 collaborateurs, avec la volonté d'être un transporteur de demain, un transporteur 2.0, en axant notre travail essentiellement sur la partie RH avec nos collaborateurs, en faisant muter notre métier, et sur la deuxième partie qui est tout aussi importante, qui est la transition énergétique. Aujourd'hui, on a une vraie expérience de plus de 5 ans maintenant sur la partie véhicules fonctionnant au GNC. On a la capacité aujourd'hui d'être très très propre via la transition énergétique, via le bio-GNV. C'est un carburant aujourd'hui qui est propre à tout point de vue. On est sur une économie circulaire avec un circuit très court, puisque le biogaz en fait est produit pas très loin d'ici, à moins de 80 km. À côté de ça, pour les petites livraisons sur du circuit très court, on arrive aujourd'hui à utiliser aussi les véhicules électriques par différentes marques. On a effectivement une autonomie qui est beaucoup plus restreinte. Sur les premières générations où on est à peu près à 80 km d'autonomie, mais on vient de commander, pas plus tard qu'il y a 2 jours, des véhicules dernière génération, où là on arrive maintenant à avoir quasiment 300 km d'autonomie. Donc on peut même faire de la distribution un peu plus longue distance. Ça devient, mais c'est une réalité et ça fonctionne. Bonjour, je suis Mathieu Deschamps, je suis agriculteur méthaniseur en Seine-Maritime. Nous avons développé cette activité de méthanisation dans le but de s'inscrire dans une économie circulaire par la collecte de déchets, mais aussi par la production de biogaz, qui permet ensuite la production de biométhane et d'un gaz donc renouvelable qui sera ensuite injecté sur le réseau pour différentes utilisations, que ce soit au niveau du chauffage, mais notamment de la mobilité qui se développe aujourd'hui fortement. On n'est pas dans le futur aujourd'hui, on est dans le présent. Le groupe G7, associé à Mathieu Deschamps avec sa ferme de méthanisation et Jacques-Guilain Birol, notre directeur général, on est vraiment acteur de la transition énergétique pour la mobilité et pour le transport routier et celui du dernier kilomètre ou du long cours. On travaille tous ensemble, main dans la main, pour arriver à concrétiser cette idée de trouver une solution pour demain, pour nos enfants, pour la planète. Et c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Concrétiser, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. On va parler de transition écologique, hein, c'est évident. Vous la vivez comment, vous? C'est nouveau, ça vient de sortir, oulayaï? Chaque transporteur est citoyen. Oui. Chaque transporteur cherche à faire des économies sur ses consommations de carburant, sur ses consommables, et ça date pas d'aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va découvrir l'écologie. L'écologie fait partie de nos entreprises. On a la charte CO2 qui existe depuis quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, de plus en plus de sociétés sont labellisées. Donc, c'est encore une étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Il faut démocratiser, nous donner la chance de pouvoir acquérir des nouveaux modes de transport réellement écologiques et qui ne sont pas subventionnés par des économies d'impôts, par exemple. En attendant le véhicule à hydrogène, on avait dit avec le ministre après-demain, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors nous, on a mis en place des véhicules à énergie alternative, donc on a du gaz, on va avoir du biodiesel. On a surtout aujourd'hui des véhicules, je suis désolé d'en parler, diesel, mais qui n'ont jamais été aussi performants. Un véhicule diesel, aujourd'hui, pour déplacer 25 tonnes de marchandises, ça consomme 25 litres de gasoil aux 100 km. Le poids total de l'ensemble fait jusqu'à 40 tonnes et consomme moins de 30 litres chargés à fond. Trouvez-moi une voiture qui va consommer moins d'1 litre de gasoil pour déplacer une tonne. Oui. C'est imbattable. Pour moi, nous sommes les champions de l'écologie sur la route. Qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Il faut que vous fassiez plus. Alors, par exemple, moi, dans ma société, oui, on a un responsable qualité sécurité certifié bilan carbone. Faire de l'écologie, ce n'est pas que changer le carburant dans le camion. C'est aussi mesurer quel impact, comment baisser, quel objectif pour y arriver. Oui, mais le transport en bret, combien de salariés, combien de chiffre d'affaires? 170 salariés. C'est gros. C'est gros, c'est une PME. Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupements, il y a beaucoup d'associations qui aident aussi les entreprises à aller dans cette voie. Il y a des labels, il y a le label Lucie. Dans le Nord, on a le réseau Alliance. Donc, il y a beaucoup de réseaux qui aident les entreprises pour aller vers des choses vertueuses. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, Stéphanie? Alors déjà, la loi climat et résilience va nous imposer, c'est en discussion actuellement, la CPME est très active, va nous imposer certaines choses. On est confronté dans toutes les entreprises, et pas forcément routiers, qui utilisent des utilitaires, à cette problématique. Aujourd'hui, les flottes de véhicules en électrique, c'est compliqué. Le ministre le disait tout à l'heure. Vous achetez un Jumpy ou un équivalent, un berlingot, etc., c'est 20 000 € de plus à l'achat. Pour, en plus, de l'électrique où vous n'êtes pas sûr, ça crée quand même, il y a un vrai, on va dire un paradoxe. On nous dit, bah oui, mais alors, comment on les recharge? Oui. Il n'y a pas forcément l'autonomie, c'est-à-dire que quand vous avez des équipes qui font 200, 300, 400 km, ils sont obligés de s'arrêter pour les recharger. Il n'y a pas forcément de bornes encore partout qui font rapidement la charge. Et l'investissement en bornes est lourd. Là, on demande, nous, au gouvernement, d'aider les entreprises qui veulent installer des bornes chez eux pour les recharges, à subventionner l'installation des bornes qui sont assez coûteuses. Alors, Xavier, vous voyez, le terrain, c'est pas si simple. On dit, ouais, écologie, transition écologique, mais concrètement, et puis c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, premièrement, il faut monter les marches les unes après les autres, et la technologie doit arriver. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'in fine, on le voit, je vais prendre deux parallèles. Les consommateurs aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, sont prêts à payer un peu plus cher pour un produit de proximité ou un produit bio. Il faudrait demain payer un peu plus cher pour un produit qui a été transporté de façon responsable. Première idée. Deuxième idée. Moi, consommateur, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Mais évidemment. Les donneurs d'ordre. Quand vous faites vos courses, Jérôme, quand vous faites vos courses. Et moi, je m'appelle Leclerc, Auchan ou Carrefour, je ne suis pas du tout d'accord. Sauf que lui-même, pris dans cet élément face à la société civile, et se trouve aussi lui-même obligé de valoriser. Et si, quelque part, il dit « c'est moi qui garde la marge et je ne participe pas, quelque part, à l'investissement ou au coût supplémentaire que génèrent toutes ces mesures », encore une fois, c'est là où nous devons agir pour dire « attends, cet acteur ne joue pas le jeu ». Les investisseurs, aujourd'hui, font la même chose. Ils financent un peu mieux ceux, on l'a dit tout à l'heure, qui ont des démarches responsables. Donc, c'est cet élément, il faut positiver. C'est la seule façon d'y arriver, en tenant compte d'une chose, on ne va pas transformer tout du jour au lendemain, ce serait ridicule que de le penser, mais il faut mettre en évidence ces initiatives et les valoriser, y compris en termes économiques. Et un des freins, si je peux revenir sur un des freins à l'électrique aujourd'hui dans les entreprises, c'est de se dire, on a un peu la sensation que c'est une énergie un peu intermédiaire. Vous parliez d'hydrogène tout à l'heure. On se dit, si j'investis demain sur ma flotte électrique pour que dans 2 ans, on me dise en fait, c'est has-been, c'est obsolète, vous avez équipé toute votre entreprise à la fois en véhicule mais en borne et qu'il faut tout rechanger, on peut se poser la question. Surtout que ça ne dépasse pas 26 tonnes et ça ne fait pas plus de 100 km. Non. Est-ce que ça change la donne dans l'esprit de l'entreprise? En gros, est-ce que vous êtes obligé d'avoir plus de transparence? Est-ce que ça change le management, la façon de diriger les gars? Xavier, il parlerait de RSE. De RSE, non, de gouvernance plutôt que de management. Est-ce que ça change la façon d'être? Alors, ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on appelle le management collaboratif, mais c'est surtout d'une façon pratique, c'est faire participer les salariés aussi à toutes les décisions de l'entreprise. Vous êtes un gauchiste? Ça, Moi, je suis au CJD. Est-ce que c'est reçu comme ça? C'est important. Au CJD, on dit... Centre des jeunes dirigeants. Exactement. On dit qu'on n'est ni de droite, ni de gauche, on est devant. Et je peux vous dire que dans nos entreprises de transport, en termes de transition écologique, on est bien devant les secteurs de l'industrie. Ça, c'est certain.
Et pour revenir au secteur de la grande distribution, ce sont les grands distributeurs qui ont le plus de flotte de camions au gaz. Prenez Leroy Merlin, Carrefour, Intermarché, aujourd'hui c'est 100% gaz. Donc il faut aussi mettre en avant ces bonnes pratiques. Donc ça veut dire que le patron a de l'importance, la façon dont il va commencer à manager différemment. Vous parlez de cogestion quasiment. Le patron a de l'importance, ça c'est certain. Manager intermédiaire aussi. Voilà. Et il y a un rôle pédagogique pour simplement changer les habitudes d'un conducteur qui avant avait un véhicule diesel avec une autonomie de 3000 km, à lui dire tu vas avoir un véhicule gaz, mais tu n'auras que de 300 à 700, peut-être 1000 km. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi. Ça veut dire qu'il va falloir former des collaborateurs. Vous, dans le transport, peut-être à de l'éco-conduite, etc. Dans les autres sociétés, dans les autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, la formation est importante. Et on s'aperçoit que depuis le dernier année de la formation, toutes les entreprises de 50 à 300 salariés n'ont plus de fonds mutualisés et ne peuvent plus former leurs salariés parce qu'il n'y a plus de budget. On a obtenu du gouvernement récemment, justement, une enveloppe de 600 millions d'euros qui a été annoncée par le Premier ministre, justement, pour redonner la possibilité aux moyennes entreprises de reformer leurs salariés en interne pour préparer à des transitions de métiers ou à développer des compétences. N'allez pas trop vite, on parlera de formation et de recrutement dans l'après-midi avec d'autres tables rondes. Un point important, attendez, l'éco-conduite, c'est pas nouveau dans nos sociétés. Non, parce qu'on a voulu nous ajouter aux formations obligatoires un module éco-conduite. C'est pas nouveau. Nos conducteurs le font déjà. Et je peux vous dire qu'on est des maniaques de l'éco-conduite. Avec un intéressement ? Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. C'est important aussi. Il faut toujours avoir le petit plus qui va permettre aux salariés d'aller toujours vers plus d'économie aussi. Alors Xavier, vous accompagnez les entreprises dans cette démarche, nouvelle démarche, sur la déclaration de performance extra-financière, ou même pour les plus petites. Ça se passe comment dans la boîte ? Vous arrivez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ? Il faut éduquer, il faut être patient. Il y a deux choses. La première, c'est que la taille de l'entreprise est importante. On ne peut pas avoir les mêmes moyens dans une entreprise de 3000 salariés, de 150 salariés ou de 10 salariés. Mais ça tombe bien, vous êtes très ETI-PME, vous. Et nous, notre credo, ce sont les ETI-PME parce que, justement, souvent on a pensé que ces dimensions ESG, c'était pour les grands groupes et ça n'intéressait pas les plus petites entreprises. Bien au contraire. Alors comment est-ce qu'on travaille ? La première des choses, c'est de connaître l'entreprise et de prendre en compte sa taille pour lui mettre des objectifs qui soient cohérents avec son secteur, son activité, mais aussi sa taille. L'autre élément, le point principal, c'est l'engagement du management et des équipes. C'est indispensable. Alors on ne peut rien faire. C'est quoi les principaux freins que vous constatez ? Le principal frein, c'est un frein humain, c'est-à-dire le fait de dire ça ne sert à rien ou ça coûte cher. C'est ça le principal frein. Changer les habitudes, c'est épouvantable. Or, vous l'avez dit, on change les habitudes en permanence, on fait évoluer les choses. Donc, c'est cette déformation un petit peu en permanence de l'entreprise qui va permettre d'intégrer ces dimensions. Le principal frein, il est humain. L'autre frein, il est économique. Il y a pas mal d'entreprises qui ont quand même des difficultés. Ça coûte. C'est de l'investissement aussi. Ça coûte de mettre en place des nouveaux process, etc. Encore et toujours. Il faut le vivre comme un investissement lorsque c'est possible. Parce qu'encore une fois, on ne recrutera plus demain sans prendre en compte cette dimension. Une entreprise qui veut se développer, il faut qu'elle recrute. On ne prendra plus en compte si on ne prend pas en compte cette dimension, il n'y aura plus de financement. Donc il faut y aller. Donc c'est de préparer l'avenir quelque part. Et on peut monter les marges un petit peu progressivement. Encore une fois, les obligations elles portent sur les entreprises de plus de 500 salariés, demain 200 salariés. On n'est pas obligé de tout faire. La filière transport est une filière qui a pris les devants parce que bien entendu son empreinte environnementale est importante. Mais toutes les entreprises peuvent s'y mettre à leur dimension. C'est un enjeu de business avant toute chose. Au transport Bray, quels ont été les freins ? Est-ce que c'est un changement de mentalité ? Est-ce que c'est difficile de changer les habitudes, comme disait Xavier ? Les freins ont été levés par la communication, tout simplement. Voilà. Par exemple, chez nous, on a monté ce qu'on appelle le comité consultatif des conducteurs. Donc, j'ai mon CSE et j'ai un comité qui se réunit plusieurs fois dans l'année où sont représentés tous les âges et toutes les anciennetés. On est une dizaine de conducteurs. Syndiqués ? Non, pas forcément. C'est pas le but. C'est pas politisé. Le but, c'est faire avancer les projets de l'entreprise et les faire participer aux décisions pour que les décisions, lorsqu'on les met en application, ça ait déjà germé dans... Donc évolution de gouvernance. Exactement. Évolution de gouvernance. Il faut avoir la foi. Il faut y croire. De toute façon, pour travailler dans le transport, il faut avoir la foi. Oui. Pour travailler dans toute entreprise et être dirigeant, il faut avoir l'énergie, la foi. On n'est pas aidé. Et je peux vous dire qu'on a le moral,
Parce qu'à la fin de l'année, il nous reste des petites marges. Chaque année, on nous remet une couche de fiscalité, on nous remet une couche de challenge. Là, on veut nous équiper de chaînes en hiver, etc. Alors qu'on sait très bien que dès qu'il va neiger, on sera quand même parqué dans des conditions qui seront encore zéro. Pendant le Covid... Je rappelle que les transports Brest sont dans le Pas-de-Calais. Hein, et non pas dans le sud de la Corse. Particulièrement sensible à la neige. Dans le Pas-de-Calais, je ne suis pas impacté. Mais pendant le Covid, on a travaillé avec des conditions qui étaient aussi abominables, où je pense qu'il y a très peu de professions qui auraient continué. Nos salariés auraient pu faire ce qu'on appelle un droit de retrait. Ils ne l'ont pas fait. On est complètement absent du plan de relance. Donc je peux vous dire que oui, pour continuer à investir comme on doit faire des investissements dans la transition écologique, il faut avoir le moral, il faut y croire. Ouais. Quel retour vous avez, vous, à la CPME, de cette nouvelle donne, de l'obligation d'avoir des performances extra-financières, autre chose que le chiffre d'affaires? Ça fait déjà longtemps que les entreprises, et notamment la CPME, sont investies sur ces sujets, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental. Donc globalement, je pense que la typologie d'entreprise à qui ça fait le plus peur, c'est peut-être les TPE. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 1 ou 2 salariés, le dirigeant il fait tout, et donc passer du temps à travailler sur ces sujets-là, parce que c'est quand même chronophage. Il faut avoir les idées, sortir, rencontrer des pairs pour échanger. Dans une TPE, c'est un peu plus compliqué, parce que quand vous faites ça, vous ne faites pas rentrer du chiffre d'affaires. Oui. Et ça, il faut bien l'intégrer aussi dans les toutes petites structures. Il faut avoir la foi. Oui, il faut avoir la foi. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et il y a beaucoup de secteurs... personnellement, je suis dans le secteur de la propreté. Ça fait partie des secteurs qui, pendant la crise Covid, auraient aussi pu faire jouer leur droit de retrait parce qu'ils ont travaillé dans des conditions... la sécurité aussi, la grande distribution. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont vraiment souffert pendant cette crise et qui prennent malgré tout à bras-le-corps tous les changements qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'on est bien conscient que ce sont des transitions qu'on est en train de vivre et qu'il n'y aura pas l'économie d'avant. On repart sur des nouveaux modèles. Et on voit bien, on a été saisi au Conseil économique et social et environnemental hier d'une saisine par le Premier ministre sur les métiers en tension. Donc on voit bien qu'il y a des modifications qui s'opèrent à moyen long terme. Vous parliez tout à l'heure de la transparence obligatoire, du changement de façon de management et en équipe, et vous parliez de vos clients. Est-ce qu'il faut expliquer également à ces clients? J'ai cru comprendre que vos clients, c'est les Ch'tis du Nord, c'est-à-dire Auchan, Intermarché... Pas que. Qui habillent... Pour des gens qui réussissent, oui. Des gens qui réussissent. Est-ce qu'il faut le dire? Bonjour, on a changé un peu. Voilà pourquoi ça sera peut-être un peu plus cher. Ce qui est certain, c'est que chaque entreprise de transport doit prendre son bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole au niveau de ses clients. Et ne pas laisser le client imposer des choses et demander, à l'entreprise, demain, tu me changes tes moteurs, etc., tout de suite. Ça, c'est pas possible. Il faut expliquer, il faut aller dans la pédagogie. Oui, mais ça passe aussi, à mon avis, par une mobilisation des pouvoirs publics qui doivent aussi montrer l'exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de marchés publics, des appels d'offres qui se font, et c'est les premiers, souvent, à aller vers les moins-disants. Ils ont leur rôle à jouer, à montrer l'exemple, et on parlait tout à l'heure de la répercussion sur les prix de vente, et c'est vrai qu'il faut que tous les acteurs de notre société jouent le jeu sur ce sujet. Alors, est-ce que ça change un peu ? Est-ce que vos clients, ils choisissent toujours le moins-disant ? Est-ce qu'ils choisissent quand même un peu mieux le mieux-disant ? Non, c'est toujours le prix. Le prix, ça reste central. Maintenant, il faut tout faire pour sortir de cette notion de prix. Parce que derrière un prix, il faut mettre la disponibilité, la formation. Les efforts écologiques. Exactement. Et les clients, il faut travailler pour les clients qui sont de plus en plus attachés à avoir aussi une fiabilité. Une fiabilité, c'est investir dans des entreprises qui investissent dans la formation et dans l'avenir. On ne gère pas une société de transport ou une relation client à 6 mois, 1 an. Il faut aussi que les chargeurs se fassent à l'idée que les transporteurs vont demander de s'engager sur des contrats de plus en plus longs, parce qu'on doit faire des investissements qui vont être rentabilisés sur de plus longues périodes. Il faut que vos clients soient obligés de communiquer sur leur stratégie, leur politique vis-à-vis de leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'il faut que monsieur Intermarché, Auchan et autres se disent « même mon transporteur, il est vachement bien ». Et ils soient obligés de le dire publiquement pour que la société civile, les consommateurs, les investisseurs, peu importe, tout son écosystème, puissent juger en fonction des acteurs de la grande distribution quels sont ceux
Si moi, je suis, par exemple, un investisseur responsable en bourse, je veux choisir ceux qui appliquent des process avec leurs sous-traitants qui soient favorables. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Du côté de l'investissement, nous voyons, nous, petit à petit, des investisseurs institutionnels, des grands investisseurs, qui renoncent à un petit peu de rentabilité pour un peu plus de finances durables. Non. Sur des fonds à impact, sur des fonds... Parce que... Vous connaissez des investisseurs qui renoncent à un petit peu de rentabilité? Bien entendu, aujourd'hui, d'abord parce que sur le long terme, il faut faire le pari que ce qui est moins durable est moins rentable et donc plus risqué. Donc ça, c'est un premier pari. Mais même dans l'immédiat, eux-mêmes, on leur impose une transparence, ils ont des obligations réglementaires, ils ont leur réputation. Et je prends l'exemple des grands groupes mutualistes, par exemple, ils sont très, très, très précautionneux sur la façon dont sont investis les fonds. Alors bien entendu, ils ont d'abord une responsabilité fiduciaire, il ne faut pas l'oublier, mais ce supplément d'âme apparaît de plus en plus fortement. Donc il ne suffit pas seulement de bien faire, il faut aussi le faire savoir. Il faut formaliser et communiquer, absolument, mais pas communiquer sans le faire. Oui. Ça, c'est encore... Vous avez fait des journées portes ouvertes, vous? Oui, alors nous, on a fait une journée porte ouverte en 2018. On a eu 700 personnes, on a fait 400 baptêmes en camion. Alors vous voyez, si on veut parler d'une mesure très facile à faire pour les transporteurs, le baptême en camion, c'est un succès fou. Chaque année, on fait venir des collégiens, des lycéens, et à chaque fois, on leur fait faire un baptême en camion. Et pour le recrutement, c'est pas mal, non? Ça donne des idées. Je peux vous dire que ça fait parler. Ah oui? Exactement. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est pourquoi les jeunes veulent faire pompier, policier. Parce qu'ils ont vu des pompiers, ils ont vu des et policiers. pas conducteur routier. Moi, aujourd'hui, quand je vois dans quelles conditions travaille la police ou les pompiers, franchement, je préfère être dans un camion rempli de technologie, avec un salaire qui est aujourd'hui un salaire hyper attractif, et rouler sur les routes de France et voir des paysages qu'on a dans notre fabuleux pays. Est-ce que beaucoup de vos chauffeurs, de vos conducteurs reviennent chez eux le soir? Vous êtes très local, très territorial? Oui, il y a plus de la moitié des conducteurs qui ne découchent pas, et les 2/3 découchent moins de 3 fois par semaine. Moins de 3 fois par semaine. Voilà. On arrive à la fin, parce il y a des choses très concrètes. J'appelle que tous les trucs, les astuces, les adresses, vous en citez quelques-unes, sont sur le site de la FNTR pour savoir comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut changer. On n'a pas parlé des matières premières qui va manquer. Ça n'a pas d'influence sur cette affaire. Vos camions ne sont pas livrés parce que M. Mercedes a du retard, mais ce n'est pas de sa faute, c'est ça? Exactement. On subit, et je pense que c'est vraiment une mesure macroéconomique qui nous dépasse, mais dans tous les cas, ça ne nous arrange pas parce que les prix augmentent, oui. Et on ne comprend pas toujours pourquoi. On en parlera de l'inflation. Vous savez qu'on est interactif, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont la possibilité de nous appeler par SMS. Et bien justement, il y a quelques appels. On a en régie Vanessa. Vanessa, vous êtes en régie, vous nous entendez? Quelles sont les questions posées par les adhérents qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, bonjour. Bonjour. Beaucoup de questions, effectivement, en régie, de TPE, de PME, qui se demandent concrètement comment je fais, quel est le premier pas que je peux faire pour modifier mes pratiques, à qui je m'adresse et qui peut m'accompagner. Alors, je serais tenté de dire, je vais répondre à votre place, vous appelez Xavier Leroy à Haïti Finance, 06, etc. À part ça, sérieusement, il y a des outils autres que les vôtres. Première chose, la fédération, les fédérations professionnelles, et en l'occurrence la FNTR, de façon évidente, et notamment pour les plus petites entreprises, c'est l'acteur qui va permettre de concentrer des savoir-faire, des formations, des conférences, etc. Donc premier élément, c'est de pouvoir réunir, et elle le fait déjà sur beaucoup de thèmes, et sur celui-ci aussi de façon spécifique, le rôle de la fédération. Après, je pense que c'est aussi un projet d'entreprise. Il faut partager avec ses salariés pour se dire et réfléchir, comme j'imagine vous l'avez fait dans votre comité, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Voilà. Troisième point, se faire accompagner, mais ça, je pense que c'est un point presque accessoire par rapport à ces deux niveaux. Il y a des outils à la CPABE pour ça? Alors, y a pas, nous, les outils sont plutôt au niveau territorial. Oui. Donc, il faut se rapprocher des CPM territoriales ou des branches. Et puis, dans les branches, c'est souvent très axé secteur d'activité. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des actions qui sont plus ciblées sur son secteur d'activité. Mais les CPME territoriales travaillent beaucoup sur ces sujets-là, mettent en place des réunions et des groupes de travail sur les sujets RSE. Donc oui, il faut se rapprocher. Quand vous avez commencé cette démarche, David Bray, vous étiez seul au monde, Vox Lamentis in Deserto, vous étiez perdu. Est-ce qu'il y avait des outils? Pas du tout. Donc il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les entreprises. Vous avez l'ADEME. Donc, il faut s'engager dans la charte Objectif CO2
très connu, beaucoup d'entreprises engagées, aujourd'hui qui évoluent dans le label CO2. On a aujourd'hui, je le répète, la charte ambassadeur de l'emploi pour le transport et la logistique. Et il y a d'autres labels qui sont des labels, par exemple, il y a un label Coq Vert qui est moins connu de BPI. Et il y a un label que l'État a lancé, l'Office français pour la biodiversité, qui s'appelle Entreprise engagée pour la nature. C'est très facile et c'est déjà une marque d'engagement. Donc les week-ends vont être chargés. Hein. Déjà que j'avais 14 heures par jour, il me restait un peu le samedi après-midi. Dites-nous un secret, parce que c'est souvent nos erreurs qui nous aident. À quoi il faut faire attention? Où est-ce que vous vous êtes planté? Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Xavier dit attention de pas aller trop vite, attention d'avoir des objectifs réalisables, parce que sinon, qui trop en bas se mal les trains. Vous, vos erreurs? L'important, c'est bâtir à petits pas, pas vouloir aller trop vite, se donner des objectifs réalisables et pas vouloir tout changer dès le départ. Vraiment cibler 2-3 points d'amélioration et aller à fond sur ces points. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Racontez. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donnez-nous un truc, une astuce. Bah oui, profitons de votre expérience. Écoutez, on évite. Moi, je partage beaucoup. C'est pour ça que je suis aussi à la FNTR. Je travaille beaucoup en réseau, je regarde beaucoup ce qui se fait. Je suis dans d'autres réseaux. Et le but, c'est d'éviter les erreurs. Et votre conjoint vous voit de temps en temps quand même? Peut-être pas assez communiquer encore. D'accord. Et franchement. Il faut parler. Il faut parler. Il faut être présent sur les réseaux. Il faut être présent sur Facebook. Il faut être présent sur LinkedIn. Pourquoi pas demain, vous allez me regarder comme un extraterrestre, mais passer des annonces sur TikTok. Et peut-être une erreur qu'on a gommée aujourd'hui, mais il faut vraiment utiliser ce qui existe et aussi dépoussiérer des vieux a priori. Par exemple, Pôle emploi. Aujourd'hui, Pôle emploi aide vraiment les entreprises et a des outils performants pour aider l'entreprise à trouver des salariés. Mais pour cela, il faut pareil, connaître son conseiller Pôle emploi, le faire monter dans un camion, et je peux vous dire que le dialogue après change. Faire monter le conseiller Pôle emploi sur le camion. Exactement. Génial. Ça, c'est une très belle idée. Merci d'avoir été aussi concret, aussi précis. Vous nous donnez envie d'avoir envie. Vous nous donnez envie de bouger. Quelques phrases pour résumer. Si on devait résumer toute cette première table ronde, 2 phrases, pas plus. Les conseils concis, pratiques. Ouais, Stéphanie Posa. Moi, je dirais toujours innover. On parlait de management, innovation managériale, essayer de bâtir en co-construction, innovation technique, bien sûr, mais ça, depuis des années, les entreprises sont plutôt à l'écoute. Et puis, prendre ce qui nous arrive depuis... c'est une accélération de ce qui se dessinait avant, mais prendre ça comme une opportunité et une source de changement et de réflexion. Innover. Oui, quitte à le faire, faisons-le de façon volontariste et positive. Ce n'est pas que de la contrainte. Ça crée du lien, ça crée de la richesse pour l'entreprise, ça crée demain du chiffre d'affaires, c'est de l'investissement. Et donc cette dimension sera, me semble-t-il, totalement liée à la dimension économique et financière dans 10 ans. On ne fera plus la différence quand on appréciera une entreprise entre cette dimension financière et cette dimension non financière. On parlera tout simplement de l'entreprise en tant que telle. Entreprise qui a un sens. L'entreprise à mission. Mais l'entreprise elle a du sens parce que tout simplement, elle fait vivre des familles, des salariés. Dans le transport, vous faites vivre des territoires. On a plein d'entreprises qui sont dans les territoires. Vous faites le lien entre les territoires. L'empreinte territoriale, elle est extraordinaire. Ça crée de l'emploi. Donc, de toute façon, l'entreprise, elle a du sens par construction. David ? Il faut ouvrir son entreprise et mettre en avant les points forts. Aujourd'hui, le transport, c'est un métier qui offre de l'aventure, c'est un métier ouvert aux hommes, aux femmes, c'est un métier qu'on peut faire 2 jours, 2 nuits, à plein temps, à mi-temps, posté, pas posté. Enfin, c'est plusieurs métiers, en plus, c'est plusieurs métiers dans le métier, donc on peut faire carrière dans le transport. Et ça, je connais très peu de métiers qui offrent un tel panel pour quelqu'un qui veut s'investir dans une nouvelle branche. De là à draguer sur TikTok. Ils ont 13 ans. Hein. Innovation. On en reparlera. Il faut innover. Ce sont les salariés de demain. Ouais. Il faut innover, il faut être volontaire et il faut s'ouvrir. Merci à vous 3 d'avoir été les témoins de cette première table ronde. Dans un instant, un rendez-vous traditionnel pour les congrès de la FNTR, celui avec la Banque de France. Vous savez qu'il y a un partenariat depuis plus d'une dizaine d'années entre la FNTR et la Banque de France. Chaque année, c'est aussi passionnant. Il y a des chiffres précis et surtout très concrets et très utiles et très pratiques. C'est dans un instant, juste après une page de pub, comme à la télé.